Première traduction française d'un ouvrage de Christian Duncker, et dans les livres qui sont encore à publier chez Itac, on y travaillera dans les années qui viennent. Il y a les titres dont je donne en français, mais ils ont été publiés en portugais. Structure et constitution de la clinique psychanalytique, un de vos premiers ouvrages. Le clown, alors j'ai pris les titres qui me semblaient les plus suggestifs, et Le clown et le psychanalyste. Autobiographie de la dépression, encore un autre livre, et Lacan et la démocratie. Donc voilà pour l'auteur. Alors je vais dire quelques mots du livre sans disons mordre sur ce que va vous dire Sophie ni peut-être Christian, mais pour que vous ayez peut-être le cadre très général de ce dont il s'agit dans cet ouvrage qui s'appelle, donc je vous le rappelle, Malaise, souffrance et symptômes. Alors ma lecture, disons, elle partirait de cette idée que vous soulignez, qu'il s'agit d'une investigation métadiagnostique. Au sens où c'est une analyse des raisons diagnostiques, des rationalités diagnostiques qui, alors je vous cite, donc ces rationalités diagnostiques, elles consistent à prétendre définir la frontière entre le malaise, la souffrance et le symptôme. Et donc, il y a un grand nombre de possibilités d'arbitrer entre ces trois termes différents, et donc l'investigation métadiagnostique, elle va essayer en quelque sorte de clarifier, d'élucider ce qu'une raison donnée, une raison diagnostique donnée fait au malaise, aux symptômes et à la souffrance. Et le livre propose plusieurs angles en quelque sorte, ou plusieurs approches ou mises en perspective. La première, c'est une mise en perspective historique. Il y a une histoire des rationalités diagnostiques, et l'ouvrage remonte, on va dire, jusqu'au 18e, à partir du 18e jusqu'à aujourd'hui, et montre notamment comment l'aliénisme a représenté un type de raison diagnostique, puis l'essor même de la psychanalyse a développé une autre raison diagnostique, et même Freud lui-même, vous le montrez, a hésité entre plusieurs raisons diagnostiques, il en a changé, il a évolué, etc., de même que Lacan, etc. Et aujourd'hui, et c'est là-dessus que le livre commence, la raison diagnostique qui commence à se généraliser, à se mondialiser, c'est la raison diagnostique qui est associée au DSM, et donc avec une certaine fixation, un figement du rapport au malaise, aux symptômes et à la souffrance, avec un certain type de souffrance qui aujourd'hui ne sont plus audibles ou visibles, ou même exprimables par des plaintes, etc. Il y a une autre mise en perspective de ces rationalités diagnostiques qui est plutôt là d'ordre social ou sociologique. Vous essayez de rapporter chacune des rationalités diagnostiques à ces conditions sociales d'émergence et à la façon dont elles s'insèrent dans des dispositifs complexes qui sont parfois liés à un certain état de l'économie, mais aussi à des politiques de la santé étatiques, aussi à des firmes pharmaceutiques. Quand certains médicaments arrivent, ça modifie la façon dont on va penser les symptômes, le rapport à la souffrance, etc. Et donc là, il y a des très belles pages sur le DSM et la façon dont le DSM devient une sorte d'hégémonie, de raison diagnostique hégémonique, non seulement aux États-Unis ou au nord de l'Amérique, où c'est principalement fait, et en Europe, mais dans l'ensemble du monde. Et vous posez la question de ce que ça fait aux cultures locales de la souffrance, que de se voir imposer en quelque sorte sur un mode colonial ou post-colonial cette manière-là de diagnostiquer. Et dernière mise en perspective de ces rationalités diagnostiques, c'est une mise en perspective qu'on pourrait dire anthropologique, avec un décentrement qui est radical, mais qui va de soi en quelque sorte à Sao Paulo, disons, et qui prend appui sur les travaux de Vivos de Castro, notamment à propos de certaines populations amazoniennes, et vous connaissez sans doute les travaux de Vivos de Castro qui montrent que, en plus du totémisme ou du naturalisme, comme le dirait Descola, il y a une pensée animiste qui existe et qui, si elle est prise au sérieux par l'anthropologie,
amène à une déconstruction très très éprouvante ou exigeante de la raison anthropologique européenne. Et donc ça c'est les travaux de Viveros de Castro, et vous les embarquez en quelque sorte avec vous pour essayer de penser et justement cette idée de l'animisme, du totémisme. Et le livre a des pages assez formidables sur la question du totémisme, où vous montrez que le totémisme, donc je vais pas développer en détail, mais le totémisme porte une grande partie de la psychanalyse, et que cette sorte d'impensé culturel fait que certaines souffrances ou certaines liens entre souffrance et malaise, ou même une certaine forme de malaise, reste impensable pour la psychanalyse. Et vous regardez ça aussi chez Lacan, on va le voir. Et donc, vous l'avez compris, c'est une autre critique et une autre clinique de la souffrance et des formes de souffrance, avec un plaidoyer pour un jeu dans l'articulation des symptômes, faut ouvrir un peu l'articulation des symptômes par rapport au DSM. Et là, il y a la dimension sociale qui revient, puisque on peut pas articuler les symptômes de la même manière à Sao Paulo, à Hong Kong ou à Paris. Et il faut tenir compte des disparités, disons, culturelles ou sociales pour pouvoir faire des diagnostics. L'autre plaidoyer, alors là, ça m'a beaucoup plus frappé. C'est un plaidoyer pour une négativité féconde du malaise. Le malaise entendu, alors dans le sillage de Freud, évidemment, le malaise dans la civilisation, mais vous consacrez plusieurs pages à la traduction de l'allemand, Unbehagen. Comment traduire Unbehagen? Alors c'est ça veut dire c'est quelque chose d'opposé au Behagen, et vous creusez ça pour en arriver finalement à la conclusion que le malaise pourrait être, je vous cite, l'expérience réelle d'être hors place. Et ça, c'est vraiment des pages qui m'ont fasciné. Et à partir de ce hors-place et de cette expérience sociale, anthropologique du hors-place, vous plaidez cette fois pour une diagnostic, je vous cite encore, une diagnostic d'indétermination. Et qu'est-ce que c'est qu'une diagnostic d'indétermination? C'est une diagnostic ou disons une science diagnostique, une rationalité diagnostique qui ferait place à ce que vous appelez les expériences productives je savais que j'arriverais pas à le prononcer, mais il faut que je le prononce parce qu'il est important. Donc une diagnostic qui ferait place, je vais aller lentement, aux expériences productives d'indétermination. Et donc ce sont dans vos pages des processus complexes d'identification, mais qui ne se clôturent pas par des identités. Et où la plainte, par exemple, peut apparaître sans qu'elle soit tout de suite rapatriée dans une identité de victime, par exemple, etc., etc. Et dernière chose, après je vais arrêter parce que vous avez compris que c'est pas moi qui dois parler ce soir. Il y a cette scène originelle, en quelque sorte, de rencontre dans la forêt que vous reprenez justement des populations amazoniennes, où vous dites que les scènes, enfin les expériences productives d'indétermination, c'est l'équivalent, ou plutôt elle pourrait être figurée par les rencontres dans la forêt. Quand on s'avance dans la forêt et qu'on tombe sur quelque chose et qu'on est animiste, on ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait pas si c'est un jaguar, si c'est un humain déguisé en jaguar, etc. Et ça pose cette question vertigineuse que Viveros de Castro formule comme ça. Dans cette forêt, quand on rencontre quelque chose, donc c'est outrem, autrui, la question c'est qui est qui pour qui? Qui est qui pour qui dans cette rencontre de la forêt? Et c'est une sorte de fil rouge comme ça de votre ouvrage que j'ai beaucoup apprécié. Et enfin, il y a une lecture serrée. Alors peut-être vous, ça vous parlera beaucoup plus. Moi, je suis pas un spécialiste de Lacan, mais il y a une lecture très serrée de Lacan qui traque justement cette possibilité d'indétermination dans la théorie et la pratique psychanalytique, mais au sein même de Lacan. Et donc, vous avez plusieurs pages d'exégèse très minutieuse de Lacan pour montrer où on pourrait quand même, malgré le totémisme, etc., trouver des plages d'indétermination à partir desquelles reprendre ou relancer, en quelque sorte, la psychanalyse lacanienne. Et puis, il y a ce pas de côté ethnographique, de nouveau, que j'ai beaucoup apprécié. Je
j'essaie de vous donner aussi envie d'acheter le livre. Il y a ces pages sur les patients togolais de Lacan, où Lacan est frappé de voir que des patients togolais qui sont à Paris pour faire leurs études ont, dit-il, un inconscient qui ne correspond pas à leurs souvenirs d'enfance. Et vous lisez ça comme justement le fait que la colonisation a eu lieu, et donc elle a remplacé un inconscient français, on va le dire comme ça, ou dans l'Empire français, et a éradiqué ou effacé un autre inconscient qui aurait pu être celui de la vie de famille, des récits de village, des manières d'être différentes, etc. Donc voilà pour le livre lui-même. Et c'est un livre qui est paru d'abord en 2014, sauf erreur, au Brésil, et qui n'a pas seulement été traduit par Sophie Bergheimer, mais qui a été adapté vraiment. Alors, vous allez nous en dire un ou deux mots. C'est un livre qui ne pouvait pas être facilement traduit ou de façon brute en quelque sorte, parce que c'est tellement ancré dans la situation brésilienne qu'il fallait faire un travail énorme d'adaptation. Et je vous en félicite, c'est vraiment très réussi. Sans compter même toutes les difficultés de traduire toutes ces références culturelles, théoriques diverses qui sont pour la plupart pas traduites en français. Donc il y a beaucoup de travail et c'est un travail fantastique. Et donc Sophie Bergheimer a fait sa thèse entre Paris Cité et l'Université de Sao Paulo, et elle est aujourd'hui clinicienne et surtout aujourd'hui la traductrice de ce livre. Et donc ce livre, il paraît chez Itac pour une raison simple, c'est que Itac, depuis une vingtaine d'années, fait un grand travail de traduction dans le domaine de la psychanalyse pour essayer de désenclaver la pensée française à partir de productions qui sont publiées ailleurs, en langue anglaise, aux États-Unis ou en Angleterre, mais aussi en italien avec Ferro, etc., et au Brésil, bien sûr. Et là, c'était, disons, tout à fait normal que ce livre paraisse là, et peut-être qu'il n'aurait pu paraître que là. C'est dommage, ou plutôt on devrait en être fier pour Itac, et j'espère que ce livre-là va amorcer plus de traduction de l'œuvre de Christian. La préface du livre, en plus donc de la traduction et de l'avant-propos de Sophie Bergheimer sur le livre, la préface est signée Monique David Ménard, qui est psychanalyste et philosophe, professeur émérite de Paris Diderot, membre associé de l'Institut de recherche des sciences de la culture à Berlin. Vous avez été aussi vice-présidente du Collège international de philosophie, et vous avez écrit un grand nombre de livres que j'ai eu la chance que j'ai lu pour l'occasion, et je me suis régalé en vous lisant, je vous l'ai dit d'ailleurs, mais je le répète publiquement. Des livres aussi, au titre aussi, disons, alléchants que ceux de Christian Duncker, La folie dans la raison pure, splendide ouvrage sur Kant et Swedenborg, avec cette idée que Kant n'arrive pas à se défaire de Swedenborg, quand bien même il essaye. Tout le plaisir est pour moi. Ça donne envie de le lire, je l'ai lu, lisez-le, c'est vraiment très bien. La constitution de l'universel, philosophie, psychanalyse, éloge des hasards dans la vie sexuelle. Je vous laisse aller découvrir ça. Et la vie sociale des choses, le dernier en date, en tout cas d'après mes informations, l'animisme et les objets. Donc l'animisme, vous aurez entendu la référence possible ou le lien possible avec le travail de Christian Duncker, d'où en partie la préface que vous avez gentiment donnée pour ce livre. Voilà la présentation du livre. Je vais passer maintenant la parole à Sophie Bergheimer, qui va nous parler un peu de son travail de traduction et d'adaptation. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaite remercier la librairie Compagnie de nous convier ici, ainsi que Anna de Staël et Jérôme David, qui sont éditeurs d'Itac, qui ont rendu possible, donc ce projet de traduction et de publication du livre Malaise, souffrance et symptômes, écrit par Christian Duncker, donc, ainsi que de cette soirée de lancement aujourd'hui. Je remercie chaleureusement Christian de m'avoir fait confiance pour traduire son texte, ainsi que Monique David Ménard d'avoir accepté de le préfacer et d'être aujourd'hui présente pour le discuter. Anna de Staël, qui ne pouvait donc malheureusement pas être là aujourd'hui, nous a accompagnés tout au long de ce projet que je vais essayer de vous présenter. Mais je tiens à commencer par le fait, et c'était ce sur quoi terminait Jérôme,
par le fait qu'effectivement les éditions Ithak ont fait preuve par la publication de cet ouvrage d'un positionnement politique fort, car nous savons à quel point il est rare d'avoir des auteurs étrangères et étrangères, en l'occurrence brésiliens, publiés en français, là où le contraire n'est pas de mise. Nous pouvons en effet observer une concentration des savoirs, globalement, mais aussi spécifiquement relatifs au champ psychanalytique, dans le monde occidental. Or, s'il y a un bassin évident de la psychanalyse en Europe occidentale, elle s'est répandue, pour reprendre l'expression de Livio Boni et Sophie Mendelssohn, dans le reste du monde. Pour autant, nous observons un maintien, parfois dogmatique, de ce bassin d'origine, donnant lieu à une certaine uniformisation des formes de pensée. La psychanalyse européenne domine et ses piliers ne sont que timidement remis en question. La publication de Malaise, souffrance et symptômes s'ancre donc dans un désir de rabattage des cartes. Il est aujourd'hui nécessaire d'ouvrir notre écoute et notre lecture à d'autres autrices et auteurs venant d'autres régions du monde et pratiquant la psychanalyse dans un contexte sociétal et donc clinique, inévitablement différent non seulement de celui de Freud et de Lacan, mais aussi d'une autre actuelle en France. Et Christian Duncker est dans cette démarche un auteur de choix, puisqu'il démontre que l'uniformisation ne se limite pas aux formes de pensée, de théorisation de la psychanalyse, mais qu'elle s'étend également à nos formes de souffrance, là encore au profit de l'Occident, telle, écrit-il, une nouvelle colonisation globale qui impose une forme de souffrir unique pour recevoir une forme de traité unique. Autrement dit, certaines formes de souffrance sont plus légitimes que d'autres, et cela se dessine et se décide dans un contexte où se jouent et s'associent des rapports de pouvoir, des rapports de classe, de genre, de race, des rapports entre les Nord et les Sud, ainsi qu'une dimension économique. Et ces formes de souffrance légitimes sont aisément identifiables. Il s'agit de celles, aujourd'hui, répertoriées comme diagnostiques et trouvant des réponses majoritairement médicamenteuses dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, autrement DSM. Malaise, souffrance et symptômes, donc initialement publié au Brésil en 2014, traite donc, dans le fond, de nos systèmes contemporains de diagnostic, et en particulier des diagnostics en psychopathologie. Faut-il s'émanciper des diagnostics et dépathologiser les subjectivités? Je pense qu'on peut le dire dès à présent, pour Christian Duncker, là n'est pas la voie de salut. Il faut maintenir la pensée diagnostique, notamment dans le cadre de la rencontre clinique, mais il propose d'adopter une lecture critique des diagnostics, dont je vais à présent, à ma place donc à la fois de traductrice de l'ouvrage et de clinicienne, essayer de faire ressortir les points qui me sont apparus comme saillants, ce qui sera, comme venait de le dire Jérôme, par la suite nuancé ou complété, d'abord par Christian Duncker, puis par Monique David-Ménard et les échanges qui suivront. Donc, dans son livre, Christian Duncker met en évidence que sur le terrain contemporain du capitalisme néolibéral, il existe une articulation entre malaise, souffrance et symptômes qui se lie à une banalisation de la pratique diagnostique. On diagnostique de plus en plus et de plus en plus tôt, et ceci au Brésil comme en France. De part et d'autre, le diagnostic dépasse le champ de la pathologie somatique ou psychique pour atteindre les domaines de l'éducation, de l'écologie, de l'économie, etc. Mais si l'on se concentre, comme le fait Christian Duncker dans son livre, sur les diagnostics en psychopathologie, nous rencontrons en effet en France également plusieurs éléments qui peuvent nous interpeller. Et point qui montre tout l'intérêt du coup de lire aussi cet ouvrage pour un public français. Il ne s'agit pas, si je peux le dire comme ça, d'un écrit appuyé sur une expérience brésilo-brésilienne, mais bien d'un essai qui, du fait de cette globalisation des formes de souffrance, parle à toutes et tous dans le monde, tout en ayant cette spécificité d'être issu d'une pratique clinique et d'un ancrage théorique différent des nôtres. Tout d'abord, en France également, nous observons et vivons la centralité de l'appui sur le DSM, dont chaque nouvelle version ne cesse de segmenter encore plus ces désordres qui font trouble. Comme le rappelle Christian Duncker dans son introduction, entre la première version du DSM publiée en 1952 et sa 4e édition
qui date de 94. On note une augmentation de 63% du nombre de troubles identifiés. Autrement dit, on passe de 182 à 297 troubles mentaux. Et ce mouvement ne fait qu'augmenter. Le DSM-5 paru en 2013 atteint 410 troubles mentaux répertoriés. Donc, il y a toujours plus de diagnostics et ceux-ci sont posés toujours plus tôt. Pour ne donner que quelques exemples, l'augmentation des diagnostics de dépression chez les adolescentes et adolescents, et ceci de manière encore plus centrale depuis le premier confinement lié au Covid-19, qui a, selon les dernières études, aggravé la santé mentale des jeunes. L'augmentation des diagnostics de HPI, et ceci principalement chez les enfants plutôt riches. L'augmentation des diagnostics de troubles de l'hyperactivité chez l'enfant. En parallèle, la médicalisation de la santé mentale connaît une expansion sans limite et est particulièrement importante en France, en témoigne notre consommation moyenne de psychotropes. En bref, la réflexion que fait Christian Dunker dans ce livre sur la place et sur les effets du diagnostic devrait nous parler en tant que professionnels qui pratiquons le diagnostic, ou bien qui ne le pratiquons bien, mais qui ne le pratiquons pas, mais dans tous les cas, tentons de le penser. Parce que ce soit dans notre pratique institutionnelle ou en libéral, nous ne pouvons pas ne pas y être confrontés. Les patientes et patientes qui s'autodiagnostiquent, celles et ceux qui ne peuvent lâcher cette demande d'avoir le nom de ce qu'ils ont, ou encore celles et ceux qui s'attachent au diagnostic comme à une nouvelle identité, accaparent notre clinique et les diagnostics envahissent notre écoute. Cette centralité du diagnostic dans le monde contemporain a des effets sur les récits de souffrance et sur nos manières de les écouter. C'est pourquoi les psychanalystes doivent penser de manière critique cet état de fait, et cela est d'autant plus nécessaire selon Christian Dunker qu'à partir des années 80, progressivement, la psychanalyse s'est faite exclure et s'est exclue du champ du pathologique. Or, le diagnostic s'ancre nécessairement dans ce rapport-là entre normal et pathologique. Et du coup, ce que vous montrez, c'est que dans une position extraterritoriale par rapport à la réflexion sur le pathologique, la psychanalyse et les psychanalystes se sont mis soit à cultiver une certaine autosuffisance de leur propre pratique diagnostique, c'est-à-dire à créer leur propre système diagnostique à côté, émancipé, décalé des systèmes diagnostiques psychopathologiques des autres cliniques, soit à considérer que les diagnostics ne concernent pas l'écoute psychanalytique, ignorant dès lors la normalisation et les effets de leur discours, c'est-à-dire ignorant les effets pour les patientes et patients, mais aussi pour les autres professionnels de la santé, que peut avoir ce rejet de la pratique diagnostique en tant que telle. Autrement dit, pour Christian Dunker, les psychanalystes ont progressivement perdu l'échange interdisciplinaire propre aussi bien à la pratique qu'à la critique du diagnostic. Et cette perte de l'échange interdisciplinaire n'a rien de surprenant si on suit l'auteur qui démontre l'enfermement des disciplines. Ce qui m'amène à une parenthèse concernant les choix d'adaptation et de traduction qui font de Malaise, souffrance et symptômes un ouvrage particulier au public français. Dans la version originale, Christian Dunker ouvre son écrit sur l'enfermement sur soi, prenant comme exemple et questionnant l'expansion des résidences fermées, condomínios fechados en portugais. Donc, expansion des résidences fermées au Brésil à partir des années 70. Les résidences fermées, c'est des lieux de vie pouvant être décrits comme entourés d'enclos, de grillages et constamment surveillés par des gardiens. En France aussi, on observe l'augmentation d'une forme de résidentialisation de certains immeubles ou groupements d'immeubles, caractérisés par une fermeture de l'espace commun des propriétaires et locataires, les séparant souvent dans l'imaginaire d'une protection des espaces publics. Mais il nous a semblé à Anna de Staël et à moi-même que celle-ci est pour l'heure moins frappante et peut-être moins pensée aussi par les sciences humaines et sociales en France. Et puisqu'il s'agit, comme ça a été redit, du premier livre de Christian Dunker traduit en français, on a essayé de proposer aux lectrices et aux lecteurs un abord incisif de sa pensée, d'une manière qui, tout en maintenant un ancrage dans le vécu et la clinique au Brésil, soit directement parlante pour un public qui en est potentiellement éloigné.
On a alors modifié le sous-titre de l'ouvrage original, qui était une psychopathologie du Brésil entre les murs, puisque nous en avons retiré les 2 premiers chapitres, la logique de l'enclave et psychanalyse et modernité brésilienne. Ces chapitres de la version originale abordent respectivement le phénomène expansif de résidentialisation au Brésil et l'incursion et le développement de la psychanalyse dans ce même pays. Ce choix éditorial entraîne de nécessaires précisions au cours du texte et en particulier concernant le concept original de Logica do condominio, qui a été traduit dans le livre par logique de l'enclave. Ce concept émerge de la réflexion de Christian Dunker sur l'expansion des résidences fermées, donc condominios fechados, à partir de quoi il propose une élaboration qui va de l'historique de ces lieux de vie, qui est dans le premier chapitre de la version originale, aux enjeux théoriques et cliniques de l'enfermement et de l'emmurement de nos formes de vie. Ce qu'on va retrouver donc là également dans la version française. Pour Christian Dunker, la résidentialisation de nos lieux de vie s'articule à l'individualisation et au caractère déterminé de nos formes de vie actuelles. Nous souffririons d'ailleurs, selon lui, d'un excès d'expériences productives de détermination, d'où l'importance de réintroduire, ce que reprenait Jérôme David dans son propos, des expériences productives d'indétermination, et ce sur quoi je reviendrai à la fin de ma propre intervention. En tout cas, dans les chapitres qui sont présents dans la version française, Christian Dunker développe sa pensée quant aux rouages et aux effets de cette résidentialisation dans le domaine de la psychopathologie, avec donc une segmentation toujours plus importante, aussi bien des cliniques que des troubles, comme on vient de le rappeler avec la pratique du DSM. Et il fait alors un usage renouvelé des termes de condominio, littéralement résidence, et fechamento, littéralement fermeture, parlant dès lors de logique du condominio, ainsi que de condominio moral, clinique et politique, condominio discursif et pharmacologique, ou encore de culture anticondominiale. Afin de maintenir cet accent géographique ainsi que l'idée de fermeture et de mur des résidences fermées, on a décidé avec Christian de traduire condominio et fechamento par enclave, en ce sens qui est toujours écrit en italique dans l'ouvrage. La pratique diagnostique contemporaine et la pauvreté des échanges interdisciplinaires témoignent donc, selon Christian Dunker, de cette enclavisation propre à notre forme de vie actuelle. Ce n'est pour autant, dit l'auteur, pas une raison pour abandonner les diagnostics, et il propose donc bien plutôt d'y revenir, mais avec un regard psychanalytique. En effet, les diagnostics sont bien trop présents pour faire comme s'ils étaient de fait, ou une vérité, ou pour faire comme s'ils ne concernaient pas notre pratique clinique. Et dans ce mouvement, Christian Dunker est amené d'abord à comprendre pourquoi le diagnostic a aujourd'hui pris cette place centrale. Il l'explique ainsi: l'actuelle pratique diagnostique permet de réduire le malaise à la souffrance et la souffrance aux symptômes. Malaise et souffrance sont 2 modalités sociales et individuelles d'être mal, mais d'une manière informe, indécise, indéchiffrable, bref, d'une manière qui est potentiellement angoissante pour soi certes, mais aussi pour l'autre et la société dans son ensemble. La réduction du malaise et de la souffrance aux symptômes est permise par l'augmentation du nombre de diagnostics, ce qui fait d'un symptôme alors une unité totalisante, expliquée et réglable. D'une certaine manière, ce mouvement va permettre de cadrer ce qui, dans le malaise et la souffrance, n'a pas de cadre. Cela permet de donner, voire d'imposer un objet identifiable à la souffrance et un objet identifiable au malaise. Enfin, cela fait du dit trouble un problème individuel et médical, et non plus l'urgence d'une réflexion politique sur la société et les dynamiques interrelationnelles. Mais loin d'être pessimiste, Christian Dunker nous donne une ouverture. Pour sortir de cette réduction actuelle du malaise à la souffrance et de la souffrance aux symptômes, il faut, selon lui, refonder la psychanalyse et en l'occurrence s'attaquer à ses centres. Le totémisme d'une part, Freud et Lacan d'autre part. Non seulement, démontre-t-il dans le premier chapitre de l'ouvrage, leurs appareillages psychopathologiques sont restés flous et fluctuants, voire à des moments chez Freud contradictoires, mais en plus, ils ont gardé l'idée de centralité, qui est une idée issue du totémisme,
et qui participe à la hiérarchisation des formes d'organisation psychique, allant du normonévrotisme à la psychose. Certains, comme Deleuze et Guattari, ont essayé de s'en sortir, proposant une schizoanalyse, mais se sont butés, là encore, au roc du totémisme, nous dit Christian Dunker, dans le sens où ils ont maintenu au sein de leur proposition l'idée de centre, cette fois non pas névrotique, mais psychotique. Donc, pour s'en sortir, Christian Dunker propose de penser la psychopathologie sous forme d'ellipse. Et donc, dans Malaise, souffrance et symptômes, je le cite, il écrit qu'il faudrait substituer l'idée de centre par celle d'ellipse. Autrement dit, une psychopathologie non névrotico-centrée ne doit pas se contenter de substituer la fonction du père par celle de la mère, du nom du père par les noms du père, des noms du père par les signifiants maîtres, de la névrose par la psychose ordinaire ou par la perversion ordinaire, de l'oedipien par le préoedipien, mais elle doit questionner la logique de la détermination, la raison diagnostique qui préside à la construction et à la clinique des tableaux. Fin de citation. Et nous revenons alors à ce qu'il en est justement de ces expériences productives de détermination que Christian Dunker va mettre face à celles productives d'indétermination. Et c'est là, selon moi, la contribution majeure de ce livre, mais aussi tout l'intérêt de publier des travaux internationaux non européens, c'est que en fait, Christian Dunker peut critiquer Freud et Lacan d'une manière, somme toute, assez libre. Et là, c'est mon hypothèse, mais je pense que c'est peut-être facilité par cette distance géographique d'avec le bassin d'origine dont je parlais en introduction, bassin d'origine de la psychanalyse. Puis, il peut articuler la psychanalyse lacanienne à l'anthropologie post-structuraliste en introduisant l'animisme perspectiviste, qui est pas n'importe quelle forme d'animisme, et peut-être que quelqu'un y reviendra, qui est un concept donc développé par l'anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro dans ses travaux. Et donc, dans le deuxième chapitre de son livre, Christian Dunker propose de présenter cette forme particulière d'animisme à partir de la situation de rencontre dans la forêt, qui renvoie fondamentalement au maintien de l'incertitude, au maintien de l'indétermination, comme noyau de tout vécu subjectif et collectif. Et si elle part d'un contexte culturel spécifique, cette contribution trouve toutes ses résonances en France. Avec cette idée de rencontre dans la forêt, qui est propre aux Amérindiennes et Amérindiens perspectivistes, l'on peut, dans notre société et donc dans notre manière de diagnostiquer, laisser une place à l'indétermination. Car, dans le fond, c'est cela la rencontre dans la forêt. C'est marcher dans la forêt sans savoir qui nous allons rencontrer, puis ce que nous rencontrons. Celle ou celui que nous rencontrons, est-il ou est-elle mâle ou femelle, ami ou ennemi? Est-il ou est-elle un mâle qui se présente sous les habits d'une femelle, un ou une ennemie qui deviendra un ami, un fou ou une folle qui se présente sous les habits de la normalité? Christian Dunker remet, à mon sens, au centre du débat toute la nécessité, dans la rencontre clinique avec un sujet, à la fois d'avoir un cadre théorico-clinique et de s'en détacher, d'une écoute elle-même située, tout en étant capable de ne pas d'emblée situer l'autre dans un lieu unique, trop fermé, ce qui ne signifie pas pour autant ne pas du tout situer l'autre. Ainsi, dans le dernier chapitre de cet ouvrage, Christian Dunker propose une relecture de la pratique diagnostique et de la psychopathologie lacanienne à la lumière donc de cet animisme perspectiviste. Et comme l'écrit Monique David-Ménard dans sa préface, Christian Dunker nous invite à nous décoller de nous-mêmes à partir du moment où il invite à passer de la marche dans la forêt, qui est propre au contexte philosophique européano-heideggerien, à la rencontre dans la forêt, qui est propre aux Arawaté du Haut-Xingu. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je laisse donc la parole à Christian. Et donc là, vous allez assister en direct à une rencontre dans la forêt, parce que je suis chargé de lire un texte que Christian a rédigé en français et que j'ai pas eu le temps malheureusement de reprendre. Et donc je vais te parler. Donc on pourra se demander qui est qui pour qui durant cette lecture. Et donc je lis, et ce que je dis est écrit par Christian Dunker ici présent. Donc je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la traduction et à la publication de ce livre en français. Anna Dostal et le personnel d'ITAC,
qui m'ont accueilli avec affection et patience dès le premier instant. Sophie Bergheimer, qui a traduit et retraduit le texte avec brio, en trouvant des solutions qui semblaient inévitables pour certains aspects du travail. Sans son insistance et son cœur généreux, ce livre n'aurait jamais vu le jour. Larissa Silva, qui a réalisé la première traduction. Je voudrais dire un grand merci à ma chère amie Monique David Ménard, qui nous a accueillis à Paris dès le début, en dirigeant la Société internationale de philosophie et de psychanalyse, en soutenant tant de Brésiliens et de psychanalystes et en nous aidant à nous réveiller du sommeil dogmatique de la raison psychanalytique. Merci également au personnel de la librairie La Compagnie, en la personne de Yannick Lerible. Et Jérôme, c'est fantastique. La présentation, là, je l'ai faite. Ça, je peux passer. Voilà. Pardon. L'image de couverture de l'édition brésilienne de Evil Being, Suffering and Symptoms. C'est en français. Voilà, l'image de couverture de l'édition est une photographie que j'ai prise d'un morceau du mur de Berlin, où l'on peut clairement voir un grand trou avec des morceaux de fer tordus indiquant les travaux de démolition toujours en cours. Au Brésil, le livre s'est fait connaître pour sa critique de la figure métaphorique et concrète des murs qui entourent et protègent certaines structures résidentielles, créant des enclaves, on en a parlé, des enclaves protégées et en même temps surveillées qui définissent un mode de vie. Dans ce livre, les murs ont 3 significations principales. Les murs qui nous éloignent des autres, créant des blocs de ségrégation réelle. Les murs symboliques, qui ont historiquement défini la folie dans les espaces confinés des asiles, mais qui continuent aujourd'hui à discriminer toute forme de souffrance avec un diagnostic correspondant. Les murs qui créent des identités imaginaires dans les associations, les groupes et les mouvements discursifs, y compris psychanalytiques. Mais les murs n'existent pas sans trous, passages et autres imperfections à travers lesquelles d'autres formes de vie peuvent être perçues. L'un des noms envisagés pour l'édition brésilienne du livre était « Critique de la raison diagnostique ». Nous avons abandonné l'idée parce qu'elle sonnait trop populiste, mais aussi parce qu'elle sonnait trop ancienne. Cependant, je pense que le nom qui n'a pas été retenu permet de résumer notre proposition. Donc, critique de la raison diagnostique. Il serait nécessaire de critiquer les conditions de possibilité, non seulement de la psychopathologie dominante aujourd'hui, sous la forme du DSM-5 et des systèmes de classification alternatifs, mais aussi de la manière dont notre époque a développé et élargi la rationalité diagnostique en tant que forme générique de pensée. Nous appelons généralement diagnostic l'acte médical ou psychanalytique par lequel un pronostic et une orientation thérapeutique sont établis. Mais outre les diagnostics codifiés, il existe une pratique plus large, plus populaire et généralisée sur le plan discursif, celle des diagnostics informels. Ceux-ci sont établis en ligne par des non-spécialistes, par des éducateurs et par des coachs, d'une manière si répandue que nous nous demandons comment, en si peu de temps, nous en sommes venus à parler le même langage diagnostique à l'échelle mondiale. Les différents modèles diagnostiques proposés par Lacan ont en commun d'explorer cette fonction nominative, que ce soit à travers la notion de nom du père, de point de suffisance, de nom propre. C'est là que vous voyez que je suis pas spécialiste. De point de capiton, c'est ça, de point de capiton, de nom propre, de signifiant maître dans le discours et même de symptôme comme 4e nœud. Or, cette insistance sur le pouvoir organisateur du nom et des systèmes d'écriture que le nom semble inspirer a pour condition de possibilité anthropologique le totémisme et pour condition de possibilité historique le déclin de la fonction sociale de l'imago paternel. Cela nous a donné l'idée que la dénomination du malaise est un articulateur fondamental à la fois des psychopathologies et de nos formes de lien social exprimées dans nos modes de vie. La métaphorisation fonctionne comme un organisateur social de la production de symptômes parce qu'elle relie et unifie différents systèmes symboliques tels que la parenté, les relations de reconnaissance et les relations entre les genres et les idéaux. Notre livre, donc c'est toujours Christian, c'est pas notre livre nous deux, notre livre indique une sorte de déficit conceptuel en ce qui concerne l'espace intermédiaire entre la dénomination du malaise et la métaphorisation du symptôme. En d'autres termes, nous avons besoin d'une définition métapsychologique plus claire de ce qu'est une expérience de souffrance et de la manière dont elle évolue vers la formation de symptômes, d'inhibition et d'angoisse.
Ce problème conceptuel est encore plus grave lorsque nous sommes confrontés à des expériences urgentes de souffrance sociale, telles que la souffrance liée au sexe, à la classe, à la race et à l'origine ethnique. C'est pourquoi nous émettons l'hypothèse que la souffrance est structurée comme un récit. Elle est déterminée et indéterminée, selon des grammaires de reconnaissance qui la rendent lisible, digne d'être traitée ou réduite au silence et illégitime du point de vue de la subjectivation sociale. Tout comme Kant s'interrogeait sur les conditions de possibilité de la pensée et de l'action éthique, nous nous interrogeons sur les conditions élémentaires de la pratique diagnostique au-delà de ces multiples systèmes, y compris les diagnostics psychanalytiques. En ce sens, nous élargissons la notion de diagnostic à celle de pratique diagnostique, en supposant que son point de départ n'est pas le symptôme lui-même, mais les expériences de souffrance. Nommer la souffrance est une opération métaphorique ou conceptuelle qui reste subjectivement efficace parce qu'elle s'appuie sur la fonction générique que nous appelons la fonction sociale de la nomination. Nous avons tenté de montrer comment de tels récits de souffrance sont déjà présents dans le texte de Freud, ainsi que dans ceux de ses disciples. En nous appuyant sur l'anthropologie et l'histoire de la médecine, nous avons montré comment le récit de l'objet intrusif renvoie à la théorie du traumatisme sexuel, à la théorie de l'aliénation de l'âme, se réfère au refoulement, à la théorie de la violation du pacte, au pacte oedipien et aux thèses sur la castration, de même que la pulsion de mort renvoie au récit de la dissolution des unités symboliques d'appartenance. La dernière partie de l'étude se réfère au fait que la théorie de la dénomination, comme articulateur psychopathologique fondamental, semble représenter la persistance d'un modèle anthropologique basé sur le totémisme. Face à la recherche anthropologique post-structuraliste et au renouvellement des études sur le en appui sur la recherche anthropologique post-structuraliste, et au renouvellement des études sur le perspectivisme, le fétichisme et l'animisme, nous proposons une sorte de contre-diagnostic qui pourrait éclairer des situations actuellement soumises au regard déficitaire de la non-neurologie. La non-névrose, pardon. Donc là, qui est qui pour qui? Ces résultats nous ont amenés à relire le modèle lacanien de la sexuation et le modèle lacanien des discours à la lumière de cette hypothèse non thématisée en psychanalyse. Nous avons terminé en discutant la fonction de la contingence dans le cadre d'un multinaturalisme, la notion vient de Viveros et Castro. Donc nous avons terminé en discutant la fonction de la contingence dans le cadre d'un multinaturalisme psychanalytique, dans lequel le mythe totémiste ou totémique de l'individualisme moderne peut être opposé au perspectivisme de la rencontre dans la forêt, où il y a une identité indéterminée du sujet. En revenant à la formule canonique du mythe, présentée par Lévi-Strauss et utilisée par Lacan comme modèle de formalisation en psychanalyse, nous pouvons voir que la double torsion prescrite par le mythe se transforme en une double torsion dans le 8 intérieur, développé dans le concept du fantasme. Sur cette base, nous préconisons une division entre les symptômes formés par un excès d'expérience improductive de détermination et les symptômes formés par un déficit d'expérience productive d'indétermination. Voilà, c'est la fin du texte. Et je vous propose de continuer avec Monique David-Ménard.